Bienvenue dans un nouveau voyage à travers l'histoire et l'ingéniosité humaine. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une arme devenue un symbole mondial. La Kalachnikov, aussi connue sous le nom d'AK-47. Ce fusil d'assaut, simple, robuste et redoutablement efficace, est né non pas des mains d'un général ou d'un politicien, mais d'un simple soldat soviétique animé par la volonté de défendre sa patrie. Dans ce récit, vous découvrirez comment la douleur d'une guerre a forgé l'esprit d'un inventeur, comment une idée née dans un lit d'hôpital a bouleversé le champ de bataille mondial, et comment une arme conçue pour la défense est devenue l'icône de conflits bien au-delà de ses intentions. Bienvenue sur Histoire et Motivation, la chaîne qui vous guide à travers les grandes pages de l'histoire pour mieux comprendre le présent et construire un avenir éclairé. Mikhail Kalachnikov naît en 1919 dans une famille de paysans pauvres de Kouria, en Sibérie. Très tôt confronté à la dureté de la vie rurale soviétique, il développe un esprit débrouillard, se passionne pour la mécanique et montre un intérêt particulier pour les armes à feu. Non pas pour la violence, mais pour la technologie. Son enfance est marquée par les répressions de l'époque stalinienne. Sa famille est dépossédée de ses terres pendant la collectivisation et son père est déporté comme koulak. Ce contexte forge chez lui une résilience exceptionnelle. Quand l'Union soviétique entre dans la Seconde Guerre mondiale après l'invasion allemande de 1941, Kalachnikov rejoint l'Armée rouge en tant que chef de char. Lors de la bataille de Briansk, il est grièvement blessé à l'épaule. C'est là, pendant ces longs mois d'hospitalisation, qu'une autre bataille commence pour lui, une bataille intérieure, intellectuelle. Allongé dans un lit d'hôpital, il entend jour après jour les plaintes de soldats russes sur la qualité des armes soviétiques, en particulier le fusil semi-automatique SVT-40, trop fragile, complexe à utiliser, peu fiable dans les conditions extrêmes du front de l'Est. À l'opposé, les soldats allemands sont équipés du fameux MP-40, plus maniable, plus rapide. Cette inégalité technique choque Kalachnikov. Il se rend compte que les armes ne sont pas qu'un outil de combat. Elles sont la différence entre la vie et la mort, entre l'échec et la survie. Il se dit alors qu'il faut une arme nouvelle, simple à produire, facile à apprendre, résistante à la boue, à la poussière, à la neige, à la rouille, une arme qui ne trahit jamais son soldat. Ce n'est pas un ingénieur formé dans une grande école. Il ne dispose que de quelques manuels, de souvenirs mécaniques et d'un cahier de croquis. Mais ce qu'il possède, c'est la connaissance intime du terrain, du stress du feu et des besoins réels des combattants. Il commence donc à dessiner les plans d'un fusil automatique alors qu'il est encore en convalescence. Un projet qui, à ce moment-là, semble fou pour un jeune sergent sans diplôme. Ce contexte de guerre totale, de pénurie industrielle et de combat idéologique entre blocs va paradoxalement créer l'espace pour que la vision d'un simple soldat devienne réalité. L'Armée rouge, en quête d'innovation rapide et bon marché, commence à s'ouvrir à des idées venues du terrain. Et c'est là que Kalachnikov va commencer à faire sa marque. Car derrière chaque invention qui change le monde, il y a une blessure, une révolte et une volonté de ne plus jamais subir. Lorsque Mikhail Kalachnikov sort de l'hôpital, il ne revient pas simplement en tant que soldat, mais en tant qu'homme animé par une idée, celle de créer une arme révolutionnaire. Sans formation formelle en ingénierie, il commence à travailler dans un atelier d'armement à l'Institut d'aviation de Leningrad, où ses premiers croquis suscitent d'abord scepticisme, puis curiosité. Sa première tentative, un pistolet mitrailleur, n'est pas retenue, mais les ingénieurs remarquent l'intelligence de ses concepts. Ses idées privilégient toujours la simplicité, la solidité et la fonctionnalité. En URSS, à une époque où les ressources sont limitées, où les conditions de production sont rudes, ces qualités sont inestimables. L'Union soviétique ne peut pas se permettre de fabriquer des armes sophistiquées
et capricieuse. Elle a besoin d'outils de guerre robustes, reproductibles en masse, utilisables par des conscrits souvent peu formés. En 1946, le ministère de la Défense organise un concours pour créer le futur fusil d'assaut standard de l'armée rouge. Kalachnikov, jeune sergent autodidacte, se retrouve face à des ingénieurs chevronnés, diplômés, expérimentés. Et pourtant, c'est son prototype, une version préliminaire de ce qui deviendra l'AK-47, qui séduit les hauts gradés. Pourquoi? Parce qu'il répond parfaitement à 3 critères clés: efficacité, fiabilité et simplicité de production. Il s'inspire des meilleures armes existantes, notamment du mécanisme de culasse du M, un garand américain, et du système de tir du Sturmgewehr 44 allemand, premier vrai fusil d'assaut de l'histoire. Mais Kalachnikov ne copie pas. Il observe, analyse et surtout adapte. Il pense comme un soldat, pas comme un ingénieur. Pour lui, une arme doit tirer sous la pluie, fonctionner sans nettoyage intensif, être démontable en quelques secondes et utilisable même par un jeune paysan enrôlé de force. En 1947, après plusieurs ajustements, l'arme définitive est prête. L'Avtomat Kalachnikova 1947, abrégé AK-47, est officiellement adopté par l'armée soviétique. Son architecture est un chef-d'œuvre de logique industrielle. Son calibre de 7,62 par 39 mm offre un compromis redoutable entre portée, recul contrôlable et puissance d'impact. Son mécanisme à gaz à long piston, combiné à une culasse rotative, garantit un fonctionnement fiable même dans des conditions extrêmes. Son chargeur incurvé de 30 coups, facilement clipsable, devient emblématique. Et surtout, l'arme peut être produite à faible coût, avec des matériaux accessibles, dans des usines parfois rudimentaires. C'est une révolution. L'AK-47 est conçu non pas pour briller sur un stand de tir, mais pour survivre à l'enfer de la guerre moderne. L'État soviétique, conquis par la vision de Kalachnikov, ne tarde pas à faire de cette arme un outil stratégique au cœur de la doctrine militaire du bloc de l'Est. L'URSS veut exporter son idéologie, elle exporte aussi son arme. En quelques années, des millions d'unités sont produites. La Kalachnikov devient l'égalisateur des conflits, un symbole d'émancipation pour certains, de terreur pour d'autres. Elle est distribuée dans tous les pays alliés, offerte aux guérillas, utilisée dans les coups d'État et les révolutions. L'arme de Kalachnikov n'est plus seulement une pièce de métal. Elle devient un message, un outil de pouvoir, un totem politique. Et pourtant, au cœur de cette explosion mondiale, Kalachnikov reste humble. Il ne demande aucun brevet, aucun gain personnel. En bon soldat soviétique, il offre son invention à la nation. Jusqu'à la fin de sa vie, il vivra modestement, parfois même gêné par la façon dont son arme sera utilisée à travers le monde. Mais sur le plan technique, industriel et stratégique, l'AK-47 s'impose comme la plus grande réussite mécanique de la guerre froide, à tel point qu'elle figure aujourd'hui encore sur des drapeaux nationaux, des armoiries et des billets de banque. L'arme qu'il avait rêvée dans un lit d'hôpital vient de changer le cours de l'histoire. À peine né, l'AK-47 dépasse les frontières de son pays d'origine et devient bien plus qu'un simple fusil. Elle devient une arme planétaire, un outil de révolution, un emblème de résistance et parfois même un symbole politique et culturel. Ce qui devait n'être qu'un fusil soviétique pour soldats soviétiques va, en quelques décennies, se répandre comme une traînée de poudre sur tous les continents. Grâce à sa simplicité de fabrication, l'URSS commence très vite à distribuer des licences de production à ses alliés stratégiques. Chine, Corée du Nord, Égypte, Pologne, Bulgarie, Tchécoslovaquie et bien d'autres. Chacun adapte l'arme à sa manière, créant des dizaines de variantes légales ou non,
ce qui fait exploser les volumes de production. À la fin du XXe siècle, on estime qu'il existe plus de 100 millions de Kalachnikov ou dérivés en circulation, un chiffre qui dépasse de loin toutes les autres armes à feu jamais produites. Mais ce qui rend la Kalachnikov unique, ce n'est pas seulement sa diffusion, c'est l'usage qu'on en fait. Dès les années 1950, elle devient l'arme des mouvements de libération en Afrique, des guérillas communistes en Amérique latine, des révolutionnaires vietnamiens face aux Américains. À Cuba, à l'Angola, au Mozambique, au Vietnam ou encore en Afghanistan, elle est brandie comme le prolongement du poing levé. Pour de nombreux peuples opprimés, la Kalachnikov n'est pas l'arme de l'envahisseur, mais celle de la lutte contre le colonialisme, contre l'impérialisme. Elle est bon marché, résistante, fiable. Elle donne à l'homme pauvre une force de frappe digne d'une armée. C'est cette accessibilité qui fait de l'AK-47 un outil de pouvoir universel. On la voit sur les drapeaux du Mozambique, dans les clips de propagande de guérilla, dans les chansons de révolutionnaires et même tatouée sur des bras comme un symbole d'identité. Mais cette gloire est aussi un fardeau, car l'arme de Kalachnikov va être utilisée pour des massacres, des guerres civiles, des actes de terrorisme et des crimes de guerre. Dans les mains de dictateurs, de milices, d'enfants soldats, elle devient l'instrument de l'horreur. Elle est facile à acheter sur le marché noir, facile à transporter, facile à cacher, un outil parfait pour le chaos moderne. Mikhail Kalachnikov, dans ses vieux jours, avoue son trouble. Il écrit en 2010 au patriarche de l'Église orthodoxe russe pour lui confier sa détresse morale. « Ma conscience me tourmente », écrit-il. Il n'avait jamais imaginé que son invention serait utilisée pour tant de sang versé dans des conflits qui n'étaient pas les siens. Mais il reste convaincu d'avoir agi en patriote, pour protéger son pays, pour combler un besoin vital à une époque de guerre totale. L'arme devient aussi une icône culturelle. On la retrouve dans les films de guerre, les jeux vidéo, les graffitis urbains, les clips de rap, les caricatures, les romans. Elle traverse les frontières du réel pour devenir un objet mythique. Dans certains contextes, elle est un symbole de rébellion ou de puissance. Dans d'autres, elle représente la peur et l'instabilité. Cette dualité fait de l'AK-47 l'arme la plus connue, la plus utilisée et paradoxalement la plus incomprise de l'histoire humaine. Plus qu'un outil de guerre, elle est devenue un miroir du monde, tantôt libératrice, tantôt destructrice, selon les mains qui la tiennent. L'histoire de Mikhail Kalachnikov et de son invention nous rappelle une vérité fondamentale. Parfois, ce sont les moments les plus sombres qui donnent naissance aux idées les plus marquantes. Né dans la pauvreté, blessé sur le champ de bataille, il aurait pu disparaître comme tant d'autres anonymes de la guerre. Mais sa douleur a nourri une vision, et sa vision a changé le monde. Il n'était pas un stratège, ni un savant, encore moins un homme de pouvoir. Il était un mécanicien du peuple, un soldat qui a voulu protéger les siens, et qui, sans le vouloir, a laissé derrière lui l'arme la plus influente du XXe siècle. L'AK-47 est aujourd'hui plus qu'un fusil. C'est un symbole de liberté pour certains, d'oppression pour d'autres, un outil de survie ou un objet de chaos. C'est une invention que l'on ne peut juger sans comprendre le contexte qui l'a fait naître. Et c'est bien là l'essence de l'histoire, comprendre avant de condamner. Derrière chaque objet, chaque invention, chaque icône, il y a un homme, une époque, une intention. Si ce récit vous a touché, interpellé ou simplement donné envie d'en apprendre plus sur ces histoires puissantes qui ont façonné notre monde, abonnez-vous à ma chaîne Histoire et Motivation. Ici, on ne se contente pas de raconter des dates. On explore des destins, on éclaire des zones d'ombre, on redonne vie aux figures oubliées ou controversées. Ensemble, redonnons à l'histoire sa voix et à la motivation sa place dans nos vies. À très bientôt pour un nouveau voyage.